aurait cru que l'anime Devil May Cry de Madhouse, publié en 2007, et avec la musique rock de son opening, provenait d'un jeu vidéo. Et pourtant, il est la marque de la popularité de la série de jeux d'action de Capcom, inaugurée en 2001 avec Devil May Cry. 20 ans après, en 2021, la série, qui totalise 6 titres, atteint les 23 millions de ventes, dont 4,5 pour le seul dernier opus, Devil May Cry 5, paru en 2019. En 2001, le soft original s'est fait connaître par son jeu de caméra échappé d'un Resident Evil, série dont il était censé être une suite, mais qui tranche totalement avec son action fluide qui le rapproche d'un beat'em up en 3D, avec la réalisation de combos terrestres comme aériens et l'enchaînement d'adversaires et de boss, entrecoupés de quelques phases d'exploration. Il inaugure ainsi le sous-genre du jeu d'action, le Character Action Game, désignant les beat'em up et hack and slash en 3D, avec un personnage réalisant une pelletée de combos, qu'on retrouve dans les séries God of War ou encore Bayonetta. Retour donc sur le commencement de ce sous-genre, avec Devil May Cry premier du nom. Bien avant Devil May Cry, il y a le beat'em up, appelé en français beat'em all, et qui caractérise un jeu d'action en vue de côté, où le joueur tape des hordes d'adversaires avec différents types de coups et de combos, à l'image de Double Dragon en 1987, ou encore Streets of Rage en 1991. Reprenant les mêmes codes, les hack and slash sont, pour certains anglo-saxons, des beat'em up dans lesquels on n'utilise plus des tatanes et des coups de pied, mais bien des armes de corps à corps, à l'image du tout premier Shadow Warrior ou Ninja Gaiden sur arcade en 1988. Je considère qu'il s'agit aussi d'un beat'em up, puisque je réserve le titre d'hack and slash à des mélanges entre action et RPG typiques d'un Diablo. Mais nous allons être gentils et autoriser exceptionnellement dans cette vidéo l'usage du terme hack and slash pour les beat'em up avec armes. En tous les cas, la 3D finit évidemment par arriver. Les beat'em up ou hack and slash de ce type sont encore peu fluides, comme Gekido Urban Fighters en 2000 pour la première catégorie, ou bien le plus connu, Onimusha Warlords en 2001 pour la seconde. Pendant ce temps, Dynasty Warriors 2 en 2000 se lance dans le hack and slash 3D de foule sur un énorme champ de bataille face à des hordes d'ennemis, inaugurant le sous-genre des Musou. Au contraire, Devil May Cry va s'imposer dans la famille du hack and slash 3D plus classique et poser les codes d'un sous-genre qu'on peut également appeler Character Action Game. Il s'agit tout simplement d'un hack and slash 3D dans lequel on se concentre sur plusieurs personnages qui évoluent en récupérant de nouveaux coups, qui réalisent des enchaînements spectaculaires face à des ennemis en nombre limité par rapport à un Musou. Devil May Cry va ainsi ouvrir le bal et sera suivi par les séries comme le japanisant Ninja Gaiden en 2004, le mythologique God of War en 2005 ou le décoiffant Bayonetta en 2009. A l'origine de la série, on retrouve un certain Hideki Kamiya qui arrive chez Capcom. Il dirige ainsi le développement du jeu d'horreur Resident Evil 2, toujours aussi iconique avec son jeu de caméra et ses angles autour du personnage que l'on dirige, le labyrinthe du monde pour trouver divers objets afin de progresser, et l'action un peu lourde à base de kicks et d'armes à feu. Devant au départ dirigé sur ce qui devait redevenir Resident Evil 4, le développement emmène l'équipe vers l'action pure, aboutissant à Devil May Cry. On y dirige Dante, sorti rapidement de la Divine Comedy, pour chasser les démons des enfers, fils d'une humaine et du puissant démon Sparda. Le début du jeu fait furieusement penser à un ersatz de Resident Evil. On retrouve les plans de caméra à divers angles pour nous prendre sous différentes facettes, un environnement tentaculaire avec des clés à récupérer, et qu'on apprend à arpenter au fur et à mesure entre les missions, et une ambiance horrifique avec une musique d'ambiance lourde et des lieux peu riants. Cette ambiance sera largement relativisée par le je m'en foutisme généralisé de la narration, que ce soit la scène d'introduction où Trish lance carrément une moto sur la tronche de Dante, quand ce dernier provoque chacun de ses adversaires, ou quand on lance une phase émotive sortie de nulle part. Le ton est alors totalement décalé, avec un côté nanardesque savoureux. Mais il suffit de rencontrer des monstres pour comprendre à quel point le soft a opéré un virage à 180 degrés pour offrir un autre gameplay que celui d'un Resident Evil. On combat ainsi les ennemis avec l'épée de base, ou bien les armes démoniaques à la Store, l'épée électrique, et Ifrit, les gantelets de feu. On réalise ainsi divers combos qui nécessitent différents types d'inputs. L'enchaînement de 3 coups de l'épée, une pause après 2 coups pour faire un meilleur enchaînement avec le 3e coup,
ou encore le fait d'appuyer sur R1, de mettre le stick gauche vers le dos de Dante pour arriver à projeter un adversaire en l'air, qu'on peut ensuite suivre en restant appuyé sur la touche de corps à corps pour finir par un coup vertical. C'est fluide, c'est dynamique, mais c'est surtout une vraie mécanique à prendre en main, à l'image des fighting games. Vous aurez également des armes à feu, les 2 pistolets iconiques Ebony et Ivory, le fusil à pompe, le lance-grenade, le needle gun sous l'eau ou la dernière arme qui tire plusieurs projectiles en même temps. Enfin, votre ultime pouvoir peut être activé avec L1 pour un petit moment pour activer le mode démoniaque, vous transformant avec Alastor en démon ailé capable de projeter des arcs électriques, et avec Ifrit dans une brute capable de lancer des boules de feu. La combinaison des armes de corps à corps et leurs combos, les armes de tir activées avec R1 et carré, les esquives avec R1 et saut, vos pouvoirs démoniaques, et même la touche de provocation peuvent être mis ensemble pour réaliser des combos afin de vous noter. S'il n'y a pas de temps mort entre vos actions et que vous n'êtes pas tapé, vous passez ainsi de D pour dull à S pour stylish. Pendant que vous enchaînez les courtes missions, vous emmenant récupérer divers objets à différents endroits pour activer divers passages, vous récupérez des orbes rouges dans l'aventure et améliorez Dante aux bons endroits pour lui faire acquérir plus de vie, très utile, plus de pouvoirs démoniaques, aussi utile, ou bien de nouveaux enchaînements comme l'attaque plongeante d'Alastor ou les boules de feu d'Ifrit. Si on rencontre souvent les mêmes adversaires, ils offrent tout de même une certaine diversité. Les pantins articulés du début laissent ainsi peu à peu leur place aux ombres, des chiens d'ombre qui attaquent en transformant leur corps invulnérables aux armes de corps à corps tant qu'ils n'ont pas été assez blessés, les lézards à masque et boucliers, qu'il faut d'abord briser pour leur faire de gros dégâts, les démons qui portent de gigantesques ciseaux, vulnérables uniquement là où est leur masque, et j'en passe. Le design des ennemis est relativement sympathique, et offre une certaine variété, bien qu'on combattra essentiellement des pantins. Chacun d'entre eux requiert une certaine stratégie pour en venir à bout, à base d'esquive, de compréhension de leur pattern et d'enchaînement pour ne pas les laisser respirer. Mais c'est surtout les boss qui offrent de belles sensations. Vous avez intérêt à les aimer, car vous allez les rencontrer 3 fois chacun. L'araignée fantôme qui se protège de ses grosses pattes velues et qui a une magnifique voix. Et Nelo Angelo, avec sa téléportation et ses attaques d'épée, sont mes préférés. J'ai été un peu moins convaincu par les autres, et notamment par l'énorme blob Nightmare, qui nécessite de taper sur des cadres pour le rendre vulnérable, avec une partie d'orbe sur laquelle taper, et qui rappelle que la caméra et le positionnement de notre personnage viennent d'un jeu de 2001, et que tout est encore assez rustique. D'ailleurs, la principale complainte à faire sur la partie action, sans lock, excepté celui automatique des armes à feu, et qu'on tire parfois sur des ennemis qu'on ne voit pas, la caméra fait n'importe quoi, ce qui rend parfois des combats complexes. On trouve également une certaine difficulté. Les combos ne sont pas si évidents à réaliser que cela, les monstres et les boss tapent extrêmement fort, vous forçant à prioriser l'achat d'orbes de santé, ou l'exploration pour trouver des objets améliorant votre vie, et les game over vous forcent à reprendre la mission du début. Heureusement, la vingtaine de missions que nous propose le jeu sont assez peu. Lorsque la difficulté rencontre d'ailleurs la caméra, cela peut aussi occasionner un peu de rage. J'ai été très surpris par ce jeu. D'un côté, on a une ambiance lourde, des ennemis démoniaques, une exploration pour trouver des objets et débloquer des passages. De l'autre, on a un système de combat très dynamique, des combos à réaliser faisant penser à des fighting games, une difficulté importante, et un ton global nanardesque avec les provocations de Dante ou sa pseudo-romance avec Trish. On est clairement sur un titre qui ne laisse pas indifférent. On pourra lui reprocher une caméra pas toujours au top, des ennemis souvent identiques et des combats de boss à répétition, mais le reste de l'aventure et de la direction artistique sont indéniablement réussis. Il y a aussi quelques subtilités qu'on découvre dans d'obscures vidéos, comme le grenade roll ou le shotgun twitching pour pouvoir tirer en boucle, ou encore le slash cancelling pour taper sans discontinuer. Je note donc ce jeu éclatage de démons sur style lourd et sans concession. J'en profite pour parler de la HD Collection, initialement parue en 2012 pour console puis en 2018 sur PC, et qui comprend les 3 premiers jeux Devil May Cry. Elle n'est pas terrible. Il y a quelques aberrations sonores et visuelles, les cinématiques et les menus sont restés en 2001 pour Devil May Cry premier du nom, heureusement qu'on a quand même du 60 FPS constant. En bref, Devil May Cry a su me captiver près de 20 ans après sa sortie, avec son ambiance mi-horrifique mi-délurée, et surtout son système de combat avec de bonnes sensations, et un certain style, mêlant armes à feu et armes de corps à corps. On comprend aisément pourquoi en 2001, le titre s'est assuré un succès critique et commercial. Pendant que Kamiya fait son bonhomme de chemin de son côté, Capcom a fait paraître la suite de la série, avec un deuxième opus décevant, avec un monde générique et sans âme, et une difficulté inexistante, avant de se rattraper pour un troisième opus,
au système de combat encore plus riche, avec sa rivalité fraternelle, qui a définitivement hissé Devil May Cry au rang des principaux titres du sous-genre du character action game. Devil May Cry 4 en 2008 et 5 en 2019 ont continué en multipliant les personnages et le style de jeu, avec un 5e opus d'ailleurs très bien vendu. On note également un reboot réalisé par Ninja Theory, DMC Devil May Cry en 2013, qui change pour certains fans un peu trop le caractère des personnages. Au-delà de ces titres, les caractères action game ou hack and slash ou beat'em up en 3D, appelez-les comme vous voulez, ont continué d'essaimer. On pense ainsi à la difficulté légendaire des Ninja Gaiden, à la brutalité hors norme des God of War avec leur QTE, et même au retour de Kamiya au sein du studio Platinum Games avec notamment Bayonetta en 2009, qui reprend de nombreux éléments de son opus originel Devil May Cry. L'action stylisée de ces titres, ainsi que leur relative difficulté à maîtriser, font de ce sous-genre du jeu d'action une réussite visuelle et stylée pour ceux qui auront à cœur de comprendre et maîtriser le système de combat. Reste à voir si le marché actuel du jeu vidéo est encore favorable à ce genre de titre.